intramusculaire de morphine dans la cuisse. Allez, en avant. Hop. Contact. Il faut absolument de l'eau, donc il y a des moyens pour le faire venir. Glissement de terrain, tremblement de terre, tsunami ou éruption volcanique, ces catastrophes naturelles devenues de plus en plus fréquentes sont extrêmement dévastatrices. Pourtant, les secouristes doivent être capables d'intervenir dans un milieu qui devient particulièrement instable et dangereux quand la terre tremble. En montagne, l'hiver, la Terre est soumise à rude épreuve par les conditions météorologiques. Elle subit des grosses précipitations de neige pendant des mois. Puis, au réchauffement de l'air, cette neige se transforme en eau et ruisselle en grande quantité entre les rochers. À la tombée de la nuit, l'eau se transforme en glace qui écarte les failles entre les rochers et déstabilise ainsi l'ensemble des blocs qui peuvent à tout moment dégringoler. Il est 4 heures du matin. Un rocher de 10 tonnes vient de s'écraser contre une maison dans les Alpes-Maritimes en France. Des survivants viennent de donner l'alerte, mais des personnes se trouvent encore bloquées sous les décombres. Patrick Villardy est appelé en renfort par les premiers pompiers arrivés sur place. Cos, où est le cos? Voilà. Et à l'aboiement du chien, j'étais sûr que c'était vivant. J'étais, mais alors à 100% sûr que c'était vivant. Les personnes vivantes repérées, ils courent prévenir le reste de l'équipe. Alors écoute-moi, sur le premier chien, je pense que c'est là. On est bien d'accord. Ouais. Là, j'ai rien avec le chien. D'accord. Mais il y a vraiment d'épaisseur. Les parents qui sont là-bas dedans, sur le côté, il faut les dégager maintenant. Il ne faut pas attendre. On monte, on voit ce qu'on peut faire. Voilà, on va monter, je rentre le chien, on voit ce qu'on peut faire. Les pompiers doivent faire vite, mais l'accès pour intervenir est compliqué et dangereux. Les pompiers cherchent le meilleur passage pour se rapprocher de la zone à déblayer. Patrick Villardy sait que dans ce genre de catastrophe, le terrain est particulièrement meuble et que tout peut s'effondrer à n'importe quel moment. Constater la sortie de ces gens-là. On passe par l'extérieur. Donc à un moment donné, comme il y a le vide en dessous, je ne sais pas ce qu'il y a qui va tenir ou pas tenir, donc je me fais assurer. On n'est pas des kamikazes. Allez, je vous laisse un peu faire. Je vous laisse un peu faire, je récupère 2 minutes, les gars. Vas-y, tu balances. Les poutres sont quand même en instance de pouvoir tomber. On a 2 rochers au-dessus de la tête qui menacent à tout moment de redescendre vers le bas. Donc il ne faut pas exposer du personnel comme cela. Donc je fais évacuer pas mal de personnes. J'en garde, je fais mettre des équipes de 3 pour déblayer à l'intérieur. Je fais monter un étai, j'étais la poutre qui risque de tomber si ça bouge. Je mets mon personnel en sécurité et à partir de là, on commence les recherches. On sait à peu près le marquage du chien qu'il avait fait, je savais où il était. Je regarde la configuration de la pièce, je regarde la place du lit et je dis bon, on creuse là. Là ? Vous nous entendez là ? Voilà, très bien. On a un accès. Vous avez le moral, c'est bon ? Ben, j'ai tout arraché, quoi. À la main, tout à la main, j'ai tout pris morceau par morceau, j'ai cassé, j'ai tiré, j'ai écarté pour passer la tête. À partir du moment où j'ai passé la tête, j'ai éclairé, que j'ai vu ces gens-là qui étaient là, ça a permis de leur faire voir que j'aurais dit vous bougez pas,
je fais un trou, donc j'ai agrandi de manière à ce que je puisse passer moi. Quand je suis passé moi, je savais qu'eux pouvaient sortir, donc j'avais aucun problème. Ah, impeccable. Vous voyez, j'arrive à vous, ok? Allez, protégez-vous. Patrick sait qu'il va trouver des personnes en état de choc. Il fait tout pour les rassurer et les faire sortir ainsi dans le calme. Sinon, c'est le suraccident garanti. Alors, on va doucement. Non, n'ayez pas peur. Oui, on va s'en occuper, d'accord? On va tout faire pour sortir tout le monde et dans un bon état. On est d'accord? Donc vous vous calmez, vous ne paniquez pas. On est bien d'accord, vous me faites confiance. C'est tout ce que je vous demande. Faites-moi confiance. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, vous risquez rien. On est d'accord? Moi, ce que je veux, c'est que vous vous calmiez là. Calmez-vous. Il y a juste un petit passage qui risque un petit peu. Mais moi, je suis attaché, je vais vous tenir. L'objectif était que ces gens-là ne restent pas longtemps à l'intérieur, parce qu'on ne savait pas. Bon, le monsieur était blessé, mais la dame ne l'était pas. C'est traumatisant. Ça faisait quand même plus de 2 heures qu'ils étaient dessous, avec un rocher qu'ils ont pris sur la tête en pleine nuit, quoi. Je veux dire, le traumatisme est gigantesque. Quand je dégage les 2 vivants, je suis hyper heureux. Sauver des vies, bon, c'est vrai que c'est notre métier, c'est vrai que c'est ce que l'on fait tous les jours pratiquement, mais dans des circonstances comme ça, c'est assez rare. Mais la joie de Patrick ne va pas durer longtemps. Il vient de sauver les parents, mais se rend vite compte que les enfants ne répondent pas. Et puis de suite, eh bien, c'est endeuillé par cette fatalité des 2 enfants qui, eux, malheureusement, n'ont pas survécu, quoi. Les 2 jeunes enfants seront victimes d'une malchance effroyable. Rien ne pouvait présager leur terrible fin. Ce qui arrive de pire pour nous, sapeurs-pompiers, c'est ça, c'est les enfants décédés. Autant la mission était belle, elle était réalisée rapidement, autant, voilà, c'est le drame. Alors, rentre. Du mot Du mot pour la deuxième, voilà, c'est bon. Cette maison, elle était construite depuis plus de 150 ans. C'est-à-dire que les gens, quand ils avaient construit cette maison à l'époque, ils savaient que là où ils l'avaient mis, il n'y avait pas de risque. À droite, pas de maison, à gauche, pas de maison. Juste celle-là, ce rocher qui descend, c'est une fatalité dramatique. Patrick Villardy aura consacré toute sa vie à sauver celle des autres. Parfois, les fins sont malheureuses, mais Patrick n'a pas perdu sa foi grâce aux histoires qui se terminent bien. Aujourd'hui, Patrick est à quelques mois d'une retraite bien méritée. Et c'est volontiers qu'il laisse sa place à la nouvelle génération de secouristes en déblaiement. Oui. Vincent est l'un de ces jeunes secouristes qui commencent leur carrière par le secours déblaiement. Rentré à la sécurité civile il y a quelques années à peine, son physique a vite été remarqué pour l'énorme atout qu'il représente. On descend et on a un réseau de tunnels à l'intérieur. Voilà, un réseau de buses et de galeries dans lequel on peut aller découvrir des personnes. Donc toi, tu es un de ceux qui passent partout? Voilà, je suis ce qu'on appelle l'écureuil et voilà, je suis le premier souvent qu'on envoie et un peu le passe-partout. Le passe-partout. En effet, son corps fin et sa petite taille permettent à Vincent de se faufiler là où les autres ne peuvent pas aller, c'est-à-dire entre les petites étroitures laissées pendant les éboulements des bâtiments. Malgré son jeune âge, son atout va lui permettre d'être envoyé au contact d'une victime et de lui sauver la vie pendant le séisme en Haïti. C'était en soirée, c'était sur les coups de 22h, 23h, où est-ce qu'on s'est appelé pour un tremblement de terre à Haïti. Et c'est vrai que sur le coup, ça a été la surprise, on n'y a pas vraiment cru tout de suite. Janvier 2010, un tremblement de terre d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter frappe la capitale haïtienne de plein fouet. Plus de 230 000 personnes y perdront la vie. C'est le 3e séisme le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. Haïti est sur une île des Grandes Caraïbes. Le pays est traversé par une faille réputée pour son immense danger. Mais le pays est l'un des plus pauvres au monde. Alors malgré les risques, les habitations n'ont aucune norme antisismique. Les dégâts du séisme ont été considérables. Et du coup, la première impression, c'est vraiment un peu le chaos, quoi. Très vite, après le choc des images, il faut faire place à l'action. Le détachement français de la sécurité civile
se voit confier une zone à déblayer pour trouver des éventuels survivants. Le groupe de Vincent va s'occuper d'une partie de l'hôtel Montana, un des plus luxueux de Port-au-Prince, là où descendent les touristes et les hommes d'affaires étrangers. Ah non, non. Ok. Quand les personnes sont repérées, il faut ouvrir un passage avec des marteaux-piqueurs et des scies à béton, un véritable travail de forçat. C'est 48 heures de travail non-stop. C'est une équipe qui se met au travail de suite, parce qu'on est 11 personnels, donc une équipe qui veut trouver quelqu'un de vivant, qui se met au boulot et qui arrache tous les cailloux possibles pour essayer de sortir une victime, quoi. Les efforts de l'équipe de Vincent vont payer. Ils vont réussir à rentrer en contact avec des survivants qui se trouvent miraculeusement bloqués sous une poche d'air. Bouge un peu. Ils vont rentrer en contact grâce à des caméras endoscopiques qui peuvent se faufiler jusqu'aux victimes. Bouge plus, toi. Là, on peut s'y glisser là, hein, capitaine, non? Prends l'écureuil du groupe. Envoie-moi, cavalier. Cavalier. On a travaillé sur deux pièces différentes, donc une première pièce avec une femme toute seule isolée, et ensuite une pièce où il y avait 5 personnes. Pour secourir cette femme, seul un passage particulièrement étroit permet de l'atteindre. Et c'est sans hésiter qu'on envoie Vincent, dit l'écureuil. Ne force pas, si tu peux pas, on fera le nécessaire. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu d'autres gens à part la dame? Non, il n'y a que la dame. Il a fallu creuser, essayer d'avoir un petit trou pour que je puisse me faufiler et aller découvrir cette personne. Donc on a passé quand même 2 heures à creuser avant pour pouvoir atteindre cette personne. Vincent va pouvoir apporter les premiers soins à la victime, l'alimenter et la rassurer. Une fois qu'on est rentré, la joie de trouver cette personne et de pouvoir discuter avec elle. Moi qui ne parlais pas du tout anglais, rien qu'avec des signes, avec des expressions, des gestes, on s'est tout de suite compris et la joie de pouvoir la sortir, quoi. Pendant ce temps-là, le reste de l'équipe continue à agrandir l'accès pour faire passer la civière. C'était un peu tétanisé, donc il a fallu prendre le temps de dégager assez de gravats, d'avoir la place suffisante pour pouvoir la glisser sur un plan dur et l'évacuer tout en douceur. On y a sauvé la vie. Hein. J'étais pas tout seul, quoi. Il y avait une équipe avec moi, il y avait vraiment une équipe. L'équipe va continuer le travail et porter assistance aux autres victimes de la seconde poche d'air. Mais là, tout se complique. L'état sanitaire des victimes est extrêmement grave. J'étais le médecin qui était d'alerte immédiate. Quand on a continué à progresser dans cette poche de survie et qu'on a sorti 4 victimes indemnes, on s'est retrouvé avec 2 Américains qui étaient incarcérés, en fait, qui étaient sous les décombres. Je peux essayer de briser là. Essayer éventuellement peut-être de l'alléger et... on est sous une dalle de 40 millions de tonnes. Solution. Bah, acharnement, hein. Allez. Il va vivre au moins ce monsieur. Au petit matin, nos sapeurs-sauveteurs ont réussi à dégager une jambe, quasiment 8 heures sans s'arrêter. On a donc dû se résoudre à prendre la décision de faire une amputation de sauvetage pour celui qui restait en vie. Ça, c'est une situation extrême pour un médecin généraliste, même bien formé à l'urgence, de se dire qu'il va falloir couper les 2 jambes d'une personne pour lui sauver la vie. Ce jour-là, 5 personnes seront sauvées des décombres
grâce aux secouristes français. Pour le tremblement de terre, de nombreuses nations sont présentes. Elles n'ont pas hésité une seconde à porter assistance. Parmi les secouristes, une équipe d'Équateur. Elle va réussir à sauver un homme d'affaires québécois bloqué dans sa chambre au premier étage. Cet homme leur doit la vie. Il n'oubliera jamais ce qui lui est arrivé ce jour-là. J'entre dans ma chambre, ça se met à trembler. Je me rends rapidement compte que c'est un tremblement de terre, mais tellement intense que je perds pied, incapable de me tenir debout sur mes deux jambes. Je tombe à quatre pattes, j'ai rampé jusqu'à mon lit et je me suis retrouvé complètement enseveli sous un amalgame de béton, d'acier, de barres d'armature. Je suis resté coincé 18 heures sous les décombres. Plus le temps avançait, moins il y avait de gens qui criaient. J'ai entendu les gens mourir autour de moi, en fait. Ce qui m'accrochait à la vie, c'était mes enfants. J'étais convaincu que j'allais mourir, en fait. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment hurlé une fois quand j'ai entendu des secouristes, puis j'étais le seul à hurler, j'étais le seul à crier. Les gens autour de moi, dans le fond, étaient décédés, étaient morts. Donc, les secouristes m'ont entendu. C'était des secouristes équatoriens. Il m'a pris par la jambe, puis il me tirait, puis c'était la jambe qui était cassée. Puis je lui disais en espagnol, « Change de jambe », tu sais, mais lui, il me disait « Non, il faut que je te sorte d'ici ». C'était assez intense, quand même, là. Puis je leur disais de se dépêcher. Je leur disais d'aller plus vite. Puis ça les faisait rire. Mais ces gens-là prenaient des risques pour me sortir des décombres. Puis quand ils m'ont sorti des décombres, c'était une fête. Parce qu'ils venaient de sortir quelqu'un vivant des décombres. C'était vraiment un party, là. Ils se prenaient en photo avec moi. Ils étaient vraiment heureux. Sûrement pas autant que moi, mais je peux dire qu'ils étaient heureux. La joie est grande pour les secouristes équatoriens. Mais à l'autre bout de la ville, dans les quartiers les plus défavorisés, des Haïtiens sont également à sauver. Une autre équipe de secouristes est sur le pied de guerre. Parmi eux, une femme, Marie-Laurence, est l'écureuil du groupe. Marie, écureuil. L'avant-dernière victime qu'on est sortie, c'est moi qui suis allée à son contact, en fait, parce que la zone n'avait pas encore été déblayée. L'espace qui permettait d'y accéder était très restreint. Le groupe de secouristes vient de trouver une jeune femme encore vivante sous les décombres. Elle est ici depuis plus de 72 heures. Marie-Laurence va être la première personne à entrer en contact avec elle. Un moment inoubliable. Il y a une relation qui se crée, même si c'est éphémère, mais vraiment, il y a un lien fort qui s'est créé entre elle et moi. Et en fait, quand elle sort, et elle sait que, là, elle me parlait tout le temps de son fils, et elle sait qu'elle va le retrouver dans pas longtemps. Donc c'est quand même très émouvant. Et une fois qu'on l'a sorti, voilà, on est ému, on est content de nous, quoi. Allez, arrive, viens nous aider. À quelques mètres, le groupe trouve la dernière victime de Haïti. La jeune femme n'a que 16 ans et sa survie défie toutes les lois de la nature. Elle est restée sous les décombres pendant 15 jours, sans boire et sans manger. La jeune femme sera transportée à l'hôpital et guérira vite de ses blessures. Ce genre d'événement, même lorsque de nombreuses fins sont heureuses, laisse toujours beaucoup de traumatisme à tout le monde, car d'innombrables décès sont toujours à déplorer. Est-ce que tu peux tendre le bras comme ça? Voilà, très bien. Il y a des grandes joies, comme au début, et puis il y a des choses plus difficiles, voilà, qui font remonter beaucoup d'émotions. Mais ça fait partie du travail, ça aussi. Hein. C'est quelque chose que je revois de temps en temps quand on en parle avec les amis. C'est vrai qu'on se dit c'était impressionnant la force que peut avoir la nature pour tout détruire, quoi. C'est quelque chose qui reste de toute façon dans les mémoires et on ne peut pas oublier. On essaye de pas trop y penser parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que des souvenirs heureux. Mais c'est au plus profond de nous, quoi qu'il en soit.
Nous sommes à Redon en France. Le pays a mis en place un exercice national de sauvetage de victimes de tremblements de terre. Les risques sont faibles dans le pays, mais bien réels. Il faut donc s'entraîner, il faut s'équiper, il faut être prêt. Plus de 250 pompiers venus de tout le territoire national vont pendant 48 heures, jour et nuit, porter assistance aux victimes sur plusieurs sites en même temps. Le colonel Debussy est responsable d'une section entière. Il est en formation pour ce poste. Sous ses ordres, plusieurs sections d'intervention. Le colonel Debussy a pour seule information le nombre de victimes à trouver. Il doit maintenant donner les ordres les plus cohérents possibles à ses hommes. J'ai 8 victimes à trouver, 8 victimes disparues sur une zone qui est très très étendue. La première équipe qu'il envoie sur le terrain est le groupe cynotechnique. Les chiens, grâce à leur flair et à leur rapidité, sont à ce stade bien plus efficaces que les hommes. Mais voilà, surprise. Dans cet hôpital désaffecté, la seule porte d'entrée est à l'étage. Mais pas de problème pour les cynos, ce scénario fait partie des plans. Un harnais et des cordes, et l'affaire est réglée en quelques minutes. Quelques minutes seulement après l'entrée dans le bâtiment, le chien va découvrir sa première victime. Une fois repéré, le maître chien prévient les secouristes. Son rôle à lui, c'est de trouver les victimes. Place maintenant aux secouristes. Les secouristes vont trouver derrière un mur une seconde victime. Après avoir défoncé la porte, ils lui portent assistance. Mais les autres victimes sont introuvables. L'exercice finit par être réussi, mais l'opération est beaucoup trop lente. Ça a été géré correctement. Après, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une dynamique d'intervention qui doit se mettre en place. Pour l'instant, il faut encore dynamiser l'ensemble des équipes. L'ensemble des équipes tout de suite. Donc un peu de temps perdu. Et voilà, mais premier passage extrêmement instructif sur quelque chose de nouveau. Pendant ce temps-là, en simultané, une autre équipe s'occupe d'un site touché aussi par le séisme, mais dans un environnement différent. L'équipe 201 déjà. Ouais, et après on se retrouve. Son nom Comment vous appelez, monsieur? Hein? La victime est bloquée sous une poutre en béton de plusieurs centaines de kilos. Pour dégager l'homme, les secouristes disposent de coussins gonflables, capables de soulever des poids colossaux. Mais son installation demande beaucoup de minutie. Il ne faut surtout pas faire bouger la poutre, elle pourrait lui briser les os. Là, c'est nickel. Halte pour le moment, nickel. Encore un petit peu. Encore. Halte. Ici. Halte. Les pieds. Là, on est à plus de 12 ou 17 tonnes. L'équipement est très performant. Il répond à pratiquement tout type de situation. Posez. Bassin prêt. Épaules prêtes. Pour retirer le plan dur, c'est prêt. Attention pour lever. Levez. Retirez. Posez. Le colonel Debussy finira par réussir son examen de chef de corps. Quatre mois plus tard, nous le retrouvons dans son camp de base de la sécurité civile dans le Var. Les entraînements continuent toujours et encore,
Mais cette fois, le séisme se passe à l'étranger. Donc en repos, asseyez-vous. Nous sommes à 1 heure de l'embarquement. On va dire qu'on se trouve dans l'aérogare de l'aéroport d'Istres. On est censé embarquer puis décoller à compter de 16 heures pour être déployé donc, comme hussard français dans un pays qui s'appelle le Val-Castan, qui se trouve en Europe de l'Est, au bord de la mer Noire, a été frappé par un violent tremblement de terre de 7,2 sur l'échelle de Richter à une profondeur de 15 km, principalement centré sur la ville de Lorgues. Plus d'eau, plus d'électricité. L'état d'urgence au Val-Castan a été déclaré et l'assistance internationale a été sollicitée de la part des autorités gouvernementales. Rompez. Aussitôt l'ordre de mission établi, tout le personnel d'astreinte est mobilisé pour partir immédiatement sur le lieu d'intervention. À la sécurité civile, à n'importe quel moment de l'année, une équipe d'astreinte est mise en place, prête à être mobilisée dans l'heure. La France, historiquement, est réputée en sauvetage des blêments, mais très curieusement, n'a toujours pas la certification ONU dans ce domaine de spécialité. Donc il était temps de combler cette lacune. En France, seule une ONG bénéficie de cette certification. Il n'y a pas d'entité gouvernementale qui en soit détentrice à cette heure. Donc c'est l'intérêt aussi pour les moyens nationaux et parmi ces moyens-là, les formations militaires de la sécurité civile d'acquérir cette certification. La sécurité civile française a été appelée en renfort directement par le gouvernement haïtien à l'époque. Mais lorsque l'appel est lancé par l'ONU, elle n'est pas sur les listes. Une lacune qu'elle compte bien combler cette année en passant cette fameuse certification. Aujourd'hui, c'est répétition de l'examen. On n'est pas encore dans la vraie démarche certificative, on est en exercice d'entraînement, donc on est là pour faire les erreurs qui nous permettront d'en tirer des enseignements, de prendre les mesures pour être les meilleurs possibles au moment de la phase de certification. L'autonomie dans ce genre de catastrophe est primordiale, car dans un pays qui a subi une énorme catastrophe naturelle, on ne peut pas compter sur un ravitaillement sur place. La sécurité civile dispose de moyens militaires et donc d'une formidable logistique, capable de la suivre n'importe où. Depuis ce matin, donc, on a monté en puissance, on vient d'arriver sur le théâtre d'opération, donc nous sommes au Val-Castan, on est à l'aéroport et on attend d'effectuer les formalités douanières. Premier exercice, l'arrivée aux douanes. Paradoxalement, les pays dans le chaos ne dispensent pas les équipes de secours étrangères à passer les postes de contrôle. Inévitablement, dans ce genre de mission, même si l'urgence est avérée, il y a des formalités qui sont incontournables et qui peuvent générer de l'attente au détriment de la population qui pourrait être blessée ou encore en vie sous les décombres. Vous pouvez présenter le couteau là pour manger. Toutes les communications avec les autorités se font bien évidemment en anglais. Dans ce jeu de rôle, chaque détail compte. Il y a les douanes présentes, les douanes du pays sinistré. Ils contrôlent tous les personnels, leurs passeports, leurs sacs, s'ils ont des produits stupéfiants, des drogues, des armes sur eux. Et moi, je suis là pour aider, pareil, à traduire. On va volontairement faire attendre le groupe sur le parking plusieurs heures, sans jamais lui dire quand il va pouvoir intervenir. Ils attendent l'accord des autorités pour entrer dans le pays. Une fois les formalités terminées, les secouristes se voient attribuer ce qu'ils appellent un chantier. Ils installent leur camp autonome, avec des cantines, des tentes, du matériel d'intervention et un poste de commandement ultra sophistiqué. Ici, toutes les communications se font par satellite. Le détachement est en lien permanent avec Paris. Les équipes d'intervention seront prêtes à la nuit tombée. Mais peu importe, il faut maintenant, malgré la fatigue, sauver des vies. On va récupérer la caméra et on va faire de la recherche entre les blocs, voir si on trouve un accès. Caméra endoscopique, chien, scie à béton, tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver des victimes qui, bien sûr, ont été préalablement cachées par les organisateurs de l'exercice.
Au bout de quelques heures, la première victime est dégagée avec succès. Grâce au chien et au radar qui a détecté donc, la présence de la victime dans cet endroit-là. C'est la deuxième qu'on extrait vraiment d'une zone qui est encombrée. Au total, il faudra à l'équipe 48 heures pour dégager les 8 victimes cachées sur 3 sites différents. Les hommes ne se sont accordés que 2 heures seulement de repos consécutif. La fatigue commence à se faire un petit peu sentir. La base d'opération est quasiment intégralement montée. Ça se poursuivra au lever du jour demain matin avec la ressource disponible. Voilà, mais c'est la loi du genre. Il est temps maintenant, pour le colonel Debussy et ses hommes, de prendre un repos bien mérité. Istanbul. Nous sommes dans la ville la plus peuplée de Turquie. Cette mégalopole de 12 millions d'habitants s'attend à tout moment à subir le Big One, le gros tremblement de terre. Le pays entier est particulièrement exposé au séisme. 95% du territoire est traversé par la faille nord-anatolienne. Ici, aucune unité professionnelle en secours déblaiement. Le pays compte entièrement sur ses bénévoles. Bienvenue, vous êtes à Akut. C'est dans une petite ruelle reculée d'Istanbul que se trouve le quartier général d'Akut, l'ONG qui regroupe tous les secouristes bénévoles. Cette ONG n'a aucun financement de l'État, tous les fonds ici sont privés. Nous, on pense que la recherche en secours doit être bénévole. La mobilisation est bien plus grande. Dans les 8 dernières années, à peu près 2000 bénévoles ont rejoint notre ONG. Ils ont beau être bénévoles, les secouristes d'Akut sont particulièrement bien organisés. Dès que nous recevons une alerte pour une opération internationale, nous nous réunissons ici dans cette salle. On localise les lieux avec des cartes 3D sur ces écrans. Nous orientons d'ici nos équipes qui sont sur le terrain. Toutes les infos sont rassemblées ici, elles sont filtrées et on les dispatche aux équipes opérationnelles sur place. L'organisation d'Akut a fait ses preuves à de nombreuses reprises. Pendant le dernier séisme intervenu dans la ville de Van en 2011, ils se sont tout de suite mis sur le pied de guerre. Van est dans la partie la plus orientale de la Turquie. Particulièrement isolée, il a fallu la mobilisation de toutes les antennes d'Akut du pays. Nous sommes intervenus avec 220 secouristes et en 72 heures, nous avons sauvé 13 personnes. L'ONG Akut, malgré le fait qu'elle n'est constituée que de bénévoles, prouve bien sa capacité de mobilisation et d'intervention. Nous sommes dimanche, jour de repos des Istanbouliotes. C'est le jour où les bénévoles d'Akut en profitent pour s'exercer avec leurs chiens. À quelques kilomètres d'Istanbul, ils se retrouvent dans un quartier qui s'est construit sans aucune autorisation. Le gouvernement n'a pas fait dans la dentelle et a ordonné la destruction du lotissement. Du coup, c'est un terrain de jeu parfait pour nos bénévoles. Yoshun, Caner et Lga sont tous les 3 maîtres chiens secouristes. Il est impératif pour eux de faire régulièrement travailler leurs chiens et d'affûter leur flair. Nos 3 secouristes se retrouvent régulièrement sur des sites d'entraînement. Pour eux, il est primordial de se préparer aux catastrophes sismiques qui peuvent survenir à n'importe quel moment en Turquie. Il faut être prêt physiquement, moralement et entretenir l'esprit d'équipe entre les hommes, mais aussi avec les chiens.
Ilga sait que l'entraînement de ses chiens sera déterminant en cas de catastrophe. Il a pu s'en rendre compte pendant le séisme de 2011 à Vannes. C'était ma première intervention en séisme, mais on est préparé à ce genre d'intervention. Dès qu'on est arrivé, on ne s'est pas posé de questions. On est tout de suite rentré dans les décombres et nous sommes intervenus sur 3 lieux différents avec les chiens, en collaboration bien sûr avec les équipes locales. On se prépare dans nos formations à ce genre de stress. Mais c'est vrai que lorsque c'est un cas réel, c'est différent. Quand on est dans l'action, on ne doit pas se laisser déborder par l'émotion. Tu ne peux pas aider les gens si tu n'as pas de recul. Il faut voir ça de manière professionnelle. Accepter la tragédie et agir. Il y a des cris, des pleurs, des gens inquiets qui demandent des nouvelles de leurs proches. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est de se concentrer sur notre travail et nos chiens pour être le plus efficace possible. Les bénévoles d'Akout sont entraînés à être physiquement et psychologiquement les plus efficaces possibles. Et leurs efforts vont être payants. Rapidement, nous avons sauvé une fille de 17 ans. Au moment du séisme, elle était sur son lit, l'armoire s'est écroulée sur elle. Pour la sortir, on était bloqué par la télé et l'armoire. On a tout déblayé avec les autres équipes. Une fois que nous avons réussi à la sortir avec les équipes médicales, on est parti au QG pour d'autres missions. La mission première des secouristes maîtres chiens est la recherche de personnes. Une fois repérés, ils passent la main aux autres secouristes. Cela leur permet de prêter main forte à d'autres équipes de recherche. On a sauvé un monsieur qui s'appelle Imdat, à peu près 104 heures après le séisme. Ce sont nos chiens qui l'ont retrouvé, car les appareils électroniques ne le repéraient pas. Mais grâce à l'odorat de nos chiens, comme il était vivant, on a pu le retrouver. Ensuite, on a laissé la place aux autres équipes de sauvetage. C'est un travail qui n'accepte pas l'erreur. Il ne faut pas être pressé et il faut prendre son temps. Garder une victime stable et la sortir saine et sauve est un travail de longue haleine. Il faut être calme et patient. Et ça peut durer des heures et des jours. La patience et l'espoir sont des maîtres mots chez les secouristes en déblaiement d'Akout. En 18 ans, l'ONG a sauvé près de 1850 personnes. Quand des séismes interviennent, les tremblements de terre ne sont parfois pas les seules conséquences. Quand ces derniers se produisent en mer, quelques heures après la secousse, les populations doivent faire face à un tsunami encore plus dévastateur. Mars 2011, un tremblement de terre d'une magnitude 9 sur l'échelle de Richter se produit au large des côtes japonaises. Contrairement à Haïti, les répliques ne feront au Japon que très peu de victimes, grâce à la qualité des constructions parasismiques. Mais le tsunami, lui, sera dévastateur. Une vague gigantesque va tout emporter sur 600 km de côte. Là encore, la sécurité civile française a fait partie des secouristes appelés par les autorités japonaises. Ils n'avaient jamais vu un tel chaos. Les secouristes arrivent sur place dans l'intention de sauver des vies, comme ils l'ont fait à Haïti. Je vous rappelle, faites des appels, c'est Imaraska. Donc il y a quelqu'un. Voilà, donc beaucoup la maison. Haïti, les gens étaient dans la rue, il y avait de la vie, on les entendait. Alors qu'au Japon, il n'y a pas de vie parce qu'il n'y avait pas de locaux, il n'y avait personne. Là, c'est vraiment apocalyptique, quoi. C'est rasé comme lors des bombardements. Soit c'est debout, soit c'est complètement par terre, quoi. Et il n'y a pas vraiment de demi-mesure, quoi. C'est ça qui était impressionnant. Il y avait un silence absolu. Le seul bruit qui existait, c'est celui qu'on peut provoquer nous-mêmes. Et puis c'est cette image de voir un paysage qui est complètement dévasté, complètement plat à des kilomètres. Ça, c'est vraiment frappant.
En plus du tremblement de terre et du tsunami, la population sinistrée japonaise doit subir le terrible froid qui s'abat sur le pays. Une accumulation de fléaux qui laisse peu d'espoir aux secouristes, moteur indispensable pour intervenir après de telles catastrophes. Personnellement, moi j'avais de l'espoir, l'équipe avec qui je travaillais avait de l'espoir. On peut travailler des heures avec l'espoir. C'est dur psychologiquement, mais on se dit que le miracle peut toujours arriver. Mais la motivation des secouristes ne sera cette fois-ci pas suffisante pour arracher les victimes de la mort. Après quelques jours, le détachement se rend à l'évidence. Il n'y a plus aucune possibilité de trouver des survivants. Aucun pour nous, ça a été que des découvertes donc, de corps sans vie. On prend peut-être plutôt ça comme une fatalité plus qu'une frustration. Donc à ce moment-là, l'unité, nous, on se retirait et on laissait ce moment de recueil et de deuil pour les Japonais et leurs familles. Et c'est après quelques jours qu'on est passé sur une autre phase, sur vraiment du déblaiement, des ports, des habitations de particuliers, donc dans les villes côtières. Souvent, après de telles catastrophes, les rescapés sont un peu oubliés au profit de la recherche des survivants. Pourtant, après un tel traumatisme, eux aussi ont besoin d'aide. Et là, vraiment, donc, sur cette deuxième partie de mission, le contact avec les locaux, c'est vraiment pour nous après du bonheur aussi et de la reconnaissance. Lors de cette opération, ce qui m'a le plus marqué, c'est le peuple japonais. Donc malgré cette catastrophe, a su rester, on va dire, humble, a su surmonter et ne pas s'apitoyer sur son sort. Et c'est une belle leçon d'humanité. La meilleure protection contre les tremblements de terre est bien évidemment la prévention des risques. En 2011, le système japonais a prévu le tsunami, mais s'est malheureusement vu dépassé par la complexité du phénomène. 17 000 personnes ont été emportées par les vagues. Les volcans, eux aussi, représentent d'énormes risques quand les failles sismiques se mettent en mouvement. La plupart d'entre eux, comme le Piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion, est sous haute surveillance. Nous sommes avec les gendarmes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Comme tous les matins, ils sortent leur hélicoptère d'intervention et ne s'attendent pas à ce qui va leur arriver. L'équipe de garde vient de recevoir un appel alarmant de l'Observatoire volcanique du Piton de la Fournaise. Il prévoit une éruption dans 1 heure et des touristes se promènent sur les flancs du volcan. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit surtout qu'il va falloir faire vite parce que le délai est court dans un premier temps. Et après, on espère que les prévisions sont fiables et que c'est bien dans 1 heure et non pas dans une demi-heure en avance, de façon à nous laisser le temps d'intervenir. Mais on n'a pas trop le temps de réfléchir parce qu'il faut aller vite et de suite on part dans l'action. On ne réfléchit pas vraiment sur les conséquences pures d'une probable éruption pendant l'intervention. Avec le pilote et les secouristes, nous transportons sur zone. Et nous constatons quand même beaucoup de touristes dans l'enclos. Et nous décidons de, premièrement, avertir les gens de l'éruption, donc avec les haut-parleurs de l'hélicoptère. Et ensuite d'évacuer les personnes qui étaient au plus près du cratère, sachant qu'elles avaient au moins 2 ou 3 heures de marche avant de retourner auprès de Bellecombe. Donc nous avons commencé l'évacuation des personnes, faire des norias. Frédéric, le secouriste, est déposé sur les flancs du volcan pour rassembler les touristes pour leur évacuation. Malgré le danger imminent, il doit garder toute sa lucidité et choisir les personnes qui doivent être évacuées en premier. On va s'arrêter là? Oui. Et puis on va prendre le prochain voyage. On va se positionner par là.
En fait, on essaie rapidement dans la précipitation de voir les personnes qui marchent plus ou moins bien. Les personnes qu'on voit qui ont une bonne allure de marche, là on les laisse partir. On a tendance à essayer de récupérer les personnes qui avancent le moins vite. Pendant ce temps-là, Daniel, le mécanicien de l'hélicoptère, pour ne perdre aucune précieuse minute, s'occupe d'un autre groupe. Une fois l'hélicoptère chargé avec le maximum de promeneurs, il va effectuer sa première rotation jusqu'au parking du volcan, une zone sûre. Frédéric, de son côté, a rassemblé des touristes et doit gérer leur stress et leur impatience. Heureusement, l'hélicoptère ne tarde pas à arriver pour eux. Mais la surface du volcan est recouverte d'une lave chaotique et l'atterrissage n'est pas possible. L'hélicoptère pose seulement un patin. La récupération des personnes est très délicate. On les travaille depuis patin, les personnes vont embarquer dans la machine sous la pression de l'air, donc il ne faut pas qu'elles chutent en arrière. Donc aussi une grande responsabilité d'embarquement des personnes. Elles n'ont pas l'habitude de rentrer dans un hélicoptère avec un peu de pression de la part de l'éruption, puis en plus la pression de l'air du haut pal, et puis l'équilibre, parce qu'on est en appui sur un point, sur un patin, donc l'hélicoptère, au fur et à mesure que les personnes vont rentrer, va bouger, donc il faut gérer, repositionner le pilote pour récupérer les personnes. Le sang-froid de l'équipe permet de récupérer le groupe sans perdre de temps, et ça c'est indispensable. Par rapport au laps de temps, c'est quand même une quantité de randonneurs assez importante par rapport au temps imparti pour les sortir. Et surtout que l'éruption a vraiment eu lieu au bout de l'heure qu'on nous avait imparti au niveau de l'alerte. Frédéric s'occupe maintenant d'un groupe de randonneurs avec femmes et enfants. L'éruption est imminente. Donc là, on fera 2 rotations, une première de 3, parce qu'il récupère d'autres personnes plus haut. Et on prendra 3 la première rotation et les 4 autres la deuxième. Les prévisions de l'observatoire ne disent pas si ça va être dans le cratère ou à l'extérieur du cratère, ça on ne peut pas savoir. On sait que le sol tremble, on sait que le volcan est en train de monter en pression et que ça va sortir. Allez, on s'accroupit. Donc les 3 premiers, vous emmènez-vous avec le 2. On a d'abord fait un peu comme dans le Titanic, on a évacué les femmes et les enfants d'abord. On a un peu dissocié les familles, puisqu'après je devais rassurer une fois qu'on avait décollé, je rassurais les enfants pleuraient, les femmes étaient un peu, parce qu'on laissait leur mari, hein. Les enfants pleuraient parce qu'on laisse papa, donc je leur expliquais que bon, papa allait descendre, qu'il était avec un secouriste, qu'on allait le chercher, qu'on allait retourner le chercher, donc il y avait beaucoup de pleurs dans la machine. Mais pour Daniel, ce n'est pas le moment de laisser place à l'émotion. Cela pourrait compromettre le bon déroulement de la mission. Il ne reste maintenant plus que 2 personnes à évacuer. Heureusement, car les fumées commencent à s'échapper du cratère. En récupérant les dernières personnes, les premières vapeurs nuageuses commençaient à sortir dans le cratère. Il était temps. À part les très bons, parce que bon, 2h30 c'est un temps moyen, mais à part rentrer en courant, ils ne rentraient pas dans les délais pour évacuer. Après avoir sauvé les dernières personnes, les gendarmes de La Réunion prennent conscience que l'alerte était bel et bien fondée et que leur mission était vitale. Action personnelle d'avoir mis hors de danger une grande partie de personnes. Et j'étais un peu... Bon, ça a un peu flatté mon ego lorsque le lendemain, j'ai vu les commentaires sur le journal local où des personnes avaient témoigné de l'action de la gendarmerie et de l'équipage en particulier. Donc j'ai gardé les témoignages, c'est dans le journal, dans un petit pressbook. Un sauvetage qui se finit particulièrement bien à La Réunion. Dans l'histoire des catastrophes naturelles liées aux secousses sismiques, l'expérience démontre que l'homme ne peut sauver plus de vies que lorsqu'il prévoit et alerte en amont les populations locales.
Mais construire des bâtiments parasismiques, évacuer à temps les personnes, n'est pourtant pas encore toujours possible. Alors, pour répondre à ces situations d'urgence quand la terre tremble, il ne reste parfois qu'une solution, faire appel aux secouristes de l'extrême. Une intramusculaire de morphine dans la cuisse, allez, en avant, hop. Contact. Il me faut absolument de l'eau, donc il y a des moyens pour le faire venir.